travaille plus particulièrement sur une catégorie de données que sont les données personnelles, qui elles-mêmes sont une sous-catégorie des données individuelles, qui elles-mêmes sont des sous-catégories des données. Et donc, je vais essayer de relier un tout petit peu, enfin, en tout cas, de vous présenter quelques points sur, plus sur l'approche, étant économiste de formation, mais professeur en sciences de l'information et de la communication. Enfin, je vais quand même essayer de rappeler quelles sont les approches économiques actuellement, comment les économistes abordent-ils cette question des données, donc des données individuelles et personnelles. Alors en fait, d'abord, de quoi parle-t-on? Parce que quand on parle de données, évidemment, c'est un domaine, c'est un océan, hein, on le voit, en fait, c'est d'autant plus un océan qu'elles sont produites maintenant à échelle massive, hein, à cause du phénomène. Je trouve que le terme anglais de pervasiveness est plus précis même que pervasité, mais le numérique est partout dans le quotidien. Adeline l'a rappelé au départ de son intervention. Hein, on retire de l'argent dans une banque, on passe un péage à l'autoroute, on branche son téléphone portable, on se connecte à un réseau, on est géolocalisé. Et même si on n'utilise pas les outils numériques, on produit de la data, puisque d'autres produisent de la data sur soi. Donc, et notamment, pas forcément des acteurs comme les banques ou les autres, mais même ses propres amis, sa propre famille produit des données sur soi. Donc, il y a une profusion de données, donc j'expliquerai peut-être après pourquoi, c'est intéressant de savoir pourquoi cette profusion de données, qu'est-ce qui fait finalement, qu'est-ce qui concourt à cette profusion de données. Alors, qu'est-ce que c'est les données, personnelles? Bien, je vous ai dit, hein, les données personnelles, c'est une catégorie particulière de données individuelles. Alors, les données individuelles, bah, c'est des caractéristiques, hein, c'est ce qu'on appelle de plus en plus, par exemple, quand on parle de big data, souvent on parle quand même de données individuelles. C'est par exemple des âges, hein. On peut avoir des données individuelles, c'est les âges d'une population donnée. Par exemple, ici, les âges, on peut avoir les âges de tous les individus ici, avoir une belle distribution des âges, une moyenne, on peut faire des écarts types, on peut s'amuser statistiquement à travailler dessus. Ce sont des données individuelles. Elles peuvent rester, ces données individuelles peuvent rester anonymes, puisque finalement, connaître la somme des âges, ici, la moyenne, etc., ça ne me donnera pas plus d'indications. Si je veux faire du marketing, par exemple, bon, en tant que tel, ça ne va pas me permettre de faire du marketing ciblé. Mais maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de raccrocher cet âge à... alors, ça peut être intéressant à une identité civile. Ça peut être intéressant en soi, ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus ce qu'on appelle les exploitants ou ceux qui font du traitement de données, mais on peut aussi, de façon plus intéressante, raccrocher, par exemple, avoir vos âges et puis à côté vos emails, ou même vos numéros IP, le numéro de votre ordinateur ou de votre terminal mobile. À partir de là, on obtient des données personnelles. Donc les données personnelles, ce n'est pas forcément attaché à une identité civile, à un nom, prénom ou à une adresse. Enfin, c'est une donnée personnelle, c'est tout ce qui permet d'associer finalement une caractéristique individuelle à un moyen de contact à la base. Après, ça peut être évidemment, ça peut être intéressant d'avoir une identité civile, un pseudo, un numéro IP, mais c'est avant tout, je pense, d'abord le moyen de contacter, de toucher la personne. Hein. Ça, c'est ce qui va différencier les données personnelles des données individuelles anonymes. Alors, on peut avoir alors, ces données, évidemment, elles sont intéressantes sur un plan. Alors, pourquoi elles intéressent les économistes? Bah, parce que d'abord, elles sont intéressantes sur un plan économique. Hein. Il y a toute une question sur quels usages on va faire de ces données, quelle exploitation on va faire de ces données. Et ça, c'est tout un pan de la réflexion en économie sur les fameux modèles économiques, les modèles d'affaires numériques et tout ce qui suit. Alors là, vous avez tout un pan de littérature, je pourrais peut-être y revenir après. Ça intéresse aussi les économistes. Alors là, il y a une conjonction d'intérêt avec les sociologues. Ça intéresse aussi les économistes pour comprendre pourquoi on a cette profusion de données, pourquoi les individus, finalement, ont-ils tendance à autant, les individus ou les agents économiques, les entreprises même, ont-ils autant intérêt à ce que ces données soient produites, hein, soit là. Donc, c'est un deuxième pan qui intéresse la théorie économique, c'est finalement
les comportements qui concourent à la production de ces données personnelles. Alors en particulier, moi je me suis intéressé plus particulièrement aux comportements individuels, les comportements des individus eux-mêmes lorsqu'ils produisent ces données. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on dévoile, par exemple, pourquoi on se surexpose autant, hein, pourquoi il y a un dévoilement de soi aussi important sur le web. Et puis, bien, un troisième... alors, pourquoi on produit ces données, hein, comment on les exploite, et puis troisième grande interrogation, il y en a d'autres, mais troisième grande interrogation qui prédomine dans la réflexion économique, c'est comment fait-on pour réguler ces activités? Comment fait-on pour alors la régulation, ce qu'on appelle maintenant la régulation des données personnelles, hein, ça a même été admis par la CNIL, c'est cette terminologie même chez les juristes maintenant, de régulation des données personnelles. Finalement, pourquoi régule-t-on les données, hein, en quoi cela pose-t-il problème, hein, les données personnelles? Pourquoi faut-il mettre en place des moyens de régulation? Alors, s'agissant d'abord... je vais prendre dans le deuxième point, sur les comportements. Alors pourquoi d'abord on a autant de données personnelles? Pourquoi on a cette masse? Pourquoi on parle de big data? Pourquoi on a une masse de données personnelles? D'abord, pourquoi on a finalement une collecte, une production et une collecte massive de données? D'abord parce que simplement les entreprises sont d'abord intéressées. C'est d'abord les entreprises, les administrations historiquement, mais de plus en plus maintenant les entreprises qui s'intéressent à ces données et donc qui tendent des perches aux individus, hein, qui mettent en place des outils de collecte, hein. Alors je parlais des administrations à cause de l'exemple récent de ces revenus après Safari dans la fin des années 70. Maintenant on reparle, c'est devenu les administrations sont de nouveau en ligne de mire avec l'affaire Prism, hein. Mais bon, Prism c'est peut-être la face émergée de l'iceberg, j'allais dire, parce que même si ça paraît être une grosse nébuleuse, même c'est quand même une administration, et une administration c'est plus difficile de camoufler longtemps ces pratiques que certaines entreprises comme les banques par exemple qui utilisent massivement vos données depuis très longtemps et dont on parle peu par rapport à des affaires justement qui prennent le devant de la scène. Donc une collecte massive de données donc par le comportement des entreprises, hein, qui sont intéressées par vos données, hein. Ça peut aller jusqu'à, alors je peux prendre des exemples assez récents, peut-être vous avez suivi l'actualité sur les banques en Californie, à San Francisco, qui s'intéressent à vos données, par exemple aux données, pas forcément vos données directement, mais les données de vos amis, par exemple, hein. Alors c'est des banques en ligne, hein, qui vont par exemple vous octroyer des prêts conditionnellement au taux de défaillance, hein, au fait que vous ayez des amis, entre guillemets, sur Facebook, qui sont eux-mêmes en défaut de paiement. C'est-à-dire, plus vous avez d'amis qui sont en défaut de paiement, plus vos primes, hein, vos taux d'emprunt vont être élevés, voire on va vous refuser simplement un taux d'emprunt. Pourquoi? Ça, c'est la problématique des big data, c'est de se dire, si plus vous avez d'amis en défaut de paiement, hein, c'est une affaire d'homophilie aussi, on fréquente des gens de même statut social que soi, ou dans les mêmes conditions que soi, souvent, et plus vous avez d'amis qui sont en défaut de paiement, cessation de paiement, etc., qui ont des difficultés pour rembourser leur crédit, et bien plus la probabilité que vous-même soyez dans cette situation-là, et donc vous avez... alors ces comportements paraissent anecdotiques actuellement. Ils paraissent anecdotiques parce que les journalistes, évidemment, l'ont mis en avant, mais on fait remonter cette information. Mais en fait, en même temps, les banques le pratiquent tranquillement depuis très longtemps, hein, alors, pas en fonction des données de vos amis, en fonction de vos propres données, des relevés de vos relevés bancaires, de ce que vous faites dans la vie. Mais hein, on peut... alors, les entreprises sont intéressées aussi. Pourquoi elles sont intéressées à produire ces données? Pourquoi elles collectent ces données ou elles les produisent? Par exemple, à cause des employeurs. Les employeurs, par exemple, complètent de plus en plus systématiquement les CV en ligne, hein, des individus. Donc on produit des données, en fait on collecte des données, on utilise les moteurs de recherche. Alors je vous donne un exemple très simple. On a fait dans mon ancien laboratoire à Paris Sud en économie, on a fait une expérimentation qui consistait en fait à envoyer deux CV identiques à des entreprises différentes, hein, mais dans le domaine de la comptabilité. Donc on avait deux CV d'individus qui faisaient un BTS de compta. Mais c'était fictif, en fait, ces individus. Et on avait créé parallèlement une page Facebook associée à chacun de ces deux individus, qui étaient étudiants en fin de BTS, qui donc avaient fait des stages, etc. On était en cheville avec l'IUT de Sceaux, enfin un IUT donc, qui forme des BTS en compta.
et on avait envoyé ces CV. Et l'idée, c'était, en France, on sait très bien qu'il y a une discrimination sur le marché du travail en fonction du nom de la personne. Si vous vous appelez Adrien ou Alexandre ou Antoine, pour reprendre un article récent dans Le Monde à propos des polytechniciens, si vous avez des noms bien francisés, disons, vous serez moins discriminé que si vous vous appelez Abdelkader et compagnie. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Alors sur le CV, on a mis des noms tout à fait francisés, avec quasiment le même profil. On a envoyé évidemment les CV pas aux mêmes entreprises, à des entreprises différentes, mais avec les mêmes caractéristiques. Et on a créé des pages Facebook avec pas grand-chose en fait, des comptes fermés, sauf qu'on mettait, je ne sais pas, Laurent de la ville par exemple, bon, premier, et le deuxième, un prénom assez proche et un nom assez proche, mais entre parenthèses, Abdel ou Abdelkader. Et on mettait seulement dans les langues parlées, on mettait français, français, anglais, italien pour celui qui était francisé, pour laisser une langue étrangère, et l'autre, français, anglais, et arabe, entre parenthèses, Maroc. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que par rapport à la littérature qui travaille sur la discrimination sur le travail, on constate qu'il y a un même taux de refus d'entretien, le même taux de réponse, pardon, pas de refus, de réponse favorable à l'entretien. C'est-à-dire que notre candidat fictif reçoit 3 réponses favorables, lorsque notre candidat fictif d'origine marocaine, lui, en reçoit qu'une de réponse favorable pour un entretien. Ça veut dire quoi? Ça prouve pas grand-chose au niveau de la discrimination. On savait qu'il y avait une discrimination, mais ça prouve en tout cas quelque chose d'intéressant, c'est que les employeurs vont fouiner vont faire du nosing, on dit en anglais, et vont fouiner sur les pages Facebook. Donc ils sont des gros collecteurs de données, en quelque sorte. Ils produisent ou ils collectent ces données, ils les utilisent en tout cas pour cela. Alors que les enquêtes traditionnelles par questionnaire montrent que les employeurs disent non, nous on s'en tient au CV, on ne regarde pas ailleurs. Ce qui est, bon, évidemment, 95% des employeurs les RH disent cela, mais en fait, nous, notre expérience montre le contraire. Bon. Bien, donc c'est toujours intéressant de faire de l'économie un peu expérimentale. Les administrations, je l'ai dit, utilisent beaucoup les données. Et puis, finalement, donc les entreprises tentent des perches aussi. Pourquoi on produit autant de données? Il ne faut pas non plus toujours... je vais en venir aux individus eux-mêmes, mais les entreprises tentent des perches. Pourquoi? Parce que à l'heure du Web 2, ou du Web, enfin on peut l'appeler comme on veut, le Web relationnel, à l'heure des réseaux sociaux numériques, eh bien, un des ingrédients de base, c'est quand même la donnée personnelle. On vous tend la perche pour que vous communiquiez, que vous dévoiliez le maximum de vous-même, et finalement... c'est un des ingrédients, c'est ce qui crée l'utilité de ces services, sinon ces services n'auraient pas de valeur. Donc tout cela concourt à une production très très importante de données. Puis enfin, donc les individus, dans cette production massive de données, les individus sont des acteurs clés eux-mêmes, puisqu'ils ont tendance à produire des données, alors soit à travers les traces involontaires qu'ils laissent derrière eux. En même temps, pourquoi ils laissent des traces involontaires derrière eux? Bien souvent parce qu'ils ne se protègent pas. Ils ont tendance à se sous-protéger. Qui utilise des emails cryptés? Personne ici, j'imagine. En revanche, vous savez qu'il y a énormément d'outils qui permettent de crypter vos emails, qui permettent de les rendre un peu... ils sont gratuits, ces outils, et personne ne les utilise. Ça rejoint le fameux paradoxe de la vie privée, privacy paradox, qui fait que les individus ont tendance à se sous-protéger, se surexposer d'un côté, mais aussi se sous-protéger. On met toujours en avant la surexposition des individus, on oublie qu'ils se sous-protègent. On n'utilise pas, par exemple, de navigateur... moi, ça m'est arrivé d'utiliser de me mettre en navigation privée pendant 2 mois, puis après, j'ai arrêté à la version suivante de mon navigateur. Donc, très peu de monde, en tout cas, par exemple, très peu d'individus lisent les chartes de privacy, les chartes de vie privée, les chartes de confidentialité, à part quelques juristes. Étudiants en économie ou en droit qui essayent de voir la conformité de ces chartes de privacy avec la loi. Donc bref, il y a une collecte massive de données parce que aussi les individus eux-mêmes ont tendance à ne pas se protéger. Et puis finalement, ils ont tendance aussi à dévoiler beaucoup d'eux-mêmes, involontairement. Donc, pourquoi? Parce que, encore une fois, je le répète, la valeur des réseaux sociaux numériques est nulle si vous ne dévoilez pas de vous-même. C'est le principe ça ne date pas des réseaux sociaux numériques, ça date des réseaux sociaux, des interactions sociales. Par exemple, je me suis présenté dès le départ en disant « Je m'appelle Fabrice Rochelandais, je suis professeur, vous avez déjà des données personnelles à propos de moi. » C'est normal, ça vous permet, et je suis économiste de formation, ça vous permet de mieux me situer. D'accord. Et quand on aura des échanges, j'espère que vous vous présenterez, comme ça je pourrai savoir un peu plus sur vous-même, etc. Bref, donc c'est le... Alors, cette collecte et cette production massive de données, pourquoi? Il faudra m'indiquer le temps. Oui, un quart d'heure. Ah, d'accord. Pourquoi cette collecte et cette production massive de données, à quoi ça sert finalement? Bien évidemment, ça sert alors
je laisse de côté les activités administratives de surveillance et les problématiques de la surveillance purement du côté public, enfin étatique. Du point de vue économique, du point de vue des entreprises, hein, ben, évidemment, ces données ont un potentiel gigantesque. Alors, les données, alors qu'elles soient anonymes d'ailleurs, les données individuelles, qu'elles soient anonymes ou personnelles, elles représentent des enjeux économiques, des enjeux sociaux même, hein, importants, puisqu'elles sont à la source de nouveaux services. Hein, je viens de parler des réseaux sociaux numériques. Elles sont, alors, je prends les points de vue positifs, hein, et les points de vue, ça peut être positif pour certains, ça peut être négatif pour les autres. Par exemple, l'exemple que je vous donne sur le marché du travail, le fait de produire plus de données sur les futurs employés, les candidats à un emploi, ça peut paraître comme étant négatif quand on recherche un emploi. Mais pour un employeur, ça peut être positif de se dire finalement, alors discriminer peut-être pas, parce que ça c'est négatif peut-être pour tout le monde parce que vous passez à côté de compétences, mais par exemple, ça peut être intéressant de savoir si la personne a réellement les compétences pour lesquelles on l'embauche. Après tout, pourquoi pas, hein, c'est plutôt bénéfique pour les entreprises parce que c'est plutôt bénéfique pour tout le monde. Je ne vais pas faire le chantre de nosing et de la surveillance, mais en même temps, par les entreprises sur les futurs candidats à un emploi, mais en même temps, une entreprise qui embauche les bons candidats, elle va produire plus, mieux, des services de meilleure qualité, ça va être favorable aux consommateurs, ça va permettre de générer plus de valeur, etc., etc. D'accord. Le côté négatif, évidemment, c'est les individus qui soumettent leur CV et qui se voient refuser un emploi parce qu'ils justement, ils n'ont pas les compétences suffisantes et finalement, ils auraient pu trouver l'emploi si, si leurs données n'avaient pas été publiées en ligne, par exemple, ils auraient pu obtenir l'emploi. Donc il y a quand même, il faut bien voir le côté positif de l'exploitation de ces fameuses données personnelles. Ça permet aussi d'améliorer l'existant, hein. Des données personnelles, alors même des données individuelles anonymes. Hein. Par exemple, ça peut être intéressant, alors je vais toujours faire l'avocat peut-être du diable, ou je ne sais pas, enfin, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir des cartes du crime, hein, en big data. Parce que c'est quoi les cartes du crime? C'est quand même bien des données individuelles qui sont collectées par des administrations et qui sont ouvertes au public, hein, qui font l'objet d'une ouverture. Donc c'est intéressant, par exemple, si vous achetez une maison, si vous achetez, vous investissez en tant qu'investisseur, vous investissez, vous n'avez peut-être pas envie, hein, toujours l'avocat du diable, vous n'avez peut-être pas envie d'acheter une maison là où les gens se font violer, massacrer, etc. Hein. C'est peut-être pas intéressant d'habiter à côté de truands en puissance. Bon, donc quelque part, ça peut avoir des aspects positifs. Ça peut aussi avoir des aspects positifs, le le journalisme de données. Hein, typiquement, ça peut permettre par exemple, quand vous regardez, je sais pas, telle émission avec tel désintox qui montre que tel homme politique, telle femme politique a dit une énormité, et données et chiffres et statistiques à l'appui, on arrive à prouver le contraire. Bon, ça peut être intéressant. Après, c'est très rigolo quand on est économiste et quand on a fait un peu de statistiques de suivre les contre-arguments. On pourrait avoir une triple désintox. Je pourrais faire une petite parenthèse là-dessus. Hein. J'avais souligné quand on s'était vu la première fois, il y a quand même un certain fétichisme de la donnée, certaines croyances dans la data. C'est juste une petite parenthèse que je fais, mais quand on est économiste et qu'on fait un peu de statistique, voire même un peu d'économétrie, il faut être prudent avec les données qu'on manipule. Et je pense qu'un journaliste qui est formé au journalisme de données actuellement, il doit quand même comprendre comment ces données brutes, elles sont brutes, d'accord, mais elles ont été construites. Elles sont issues d'algorithmes. Elles sont issues des algorithmes de Google. Par exemple, si c'est des données issues de Google Analytics, c'est pas fait au hasard. Hein, c'est pas seulement de l'agrégation. Elles sont présentées sous un jour très particulier. Adeline parlait d'idéologie. Oui, je reprends aussi Dominique Cardon. Il y a une idéologie derrière les algorithmes. Hein, donc, il faut faire très attention de la manière dont on saisit des données. Par exemple, quand on prend alors, je reprends mon exemple pour me contredire. L'exemple de la carte de la criminalité, c'est bien beau, mais les cartes de criminalité, elles sont évidemment, elles sont biaisées. Elles sont biaisées pourquoi? Parce qu'elles sont en fonction des données que fournissent les commissariats. Hein, et les commissariats, ils fournissent quoi? Ils fournissent ce qui est par rapport à la main courante et qui passe à la main courante et qui passe au-delà de la main courante. Donc les données de crime, par exemple, d'abord il faut trouver, faut prouver qu'il peut y avoir des crimes, des viols insoupçonnés dans des quartiers très riches, il peut y avoir de l'esclavage moderne dans des quartiers très riches, et finalement vous êtes content, vous habitez dans un quartier à côté de gens qui pratiquent des choses absolument abominables, ou même de la fraude fiscale, dans des crimes encore, dans la panoplie des crimes, il y a aussi de la délinquance financière, et finalement vous êtes heureux de vivre là, alors que vous seriez malheureux de vivre dans un quartier où la criminalité et la délinquance est plus visible. Bon, il faut aussi quand même à un moment donné, les statistiques sur la criminalité, moi j'ai pas mal travaillé sur l'économie du crime, il faut quand même se méfier, quoi. Elles ne sont pas fiables, enfin, il faut quand même prendre des précautions et savoir les méthodes qu'on utilise pour produire ces données. Et ça, le journalisme de données, je pense que c'est un point quand même assez important. Pareil, quand on fait des corrélations, faut pas confondre corrélation et causalité. Quand vous faites par exemple une corrélation entre le manque d'effectifs de police et la montée de la criminalité,
Ok, ben moi je peux regarder le Soleil, je peux vous dire que la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre parce que le Soleil se couche. Je le vois passer dans. C'est ça, c'est une corrélation. Il y a bien une planète et une étoile qui tournent l'une autour de l'autre, mais quelle est la causalité? Et là c'est pareil. Quelle est la variable qui va déterminer l'autre? En fait, par exemple, enfin je pourrais prendre un tas d'exemples, mais finalement, c'est pas parce que vous avez des corrélations, vous pouvez établir des corrélations, que ces corrélations aboutissent à des causalités. Et ça c'est une erreur aussi de base. Je pense que c'est important de faire, de comprendre ça. On a une culture statistique à avoir quand on utilise des données, bah, il faut avoir la culture statistique, la culture mathématique, voir qui va avec. Et ça, c'est un défaut. Bref, donc, alors, potentielle opportunité économique, je reviens à mon idée, un potentiel économique important, donc qui a été bien analysé par les économistes, par les sociologues et socio-économistes également, potentiel économique, mais qui présente évidemment des risques, hein, des risques importants. Pourquoi? Bah parce que on prend toujours cette image avec différents collègues, c'est très simple à comprendre. Quand on a inventé la navigation, eh bien, on a aussi inventé le naufrage. Donc il faut aussi identifier les risques de naufrage. Et les risques, alors là, en l'occurrence, c'est plutôt bien, cette exploitation, cette collecte, ce traitement et cette exploitation, les usages que l'on fait de ces données personnelles, eh bien, eux-mêmes peuvent être source de nouvelles pollutions numériques, si vous voulez, en économie, ou de risques sociétaux importants. Alors, on en parle souvent. C'est-à-dire, on dit, alors pareil, au niveau journalistique, on met en avant, par exemple, Prisme, la surveillance planétaire. Bon, des individus, la possibilité de cibler un individu, de savoir ce qu'il a fait. Très bien de pointer les risques. Mais en fait, quelque part, ok, il y a des risques d'être surveillé, mais qu'est-ce que ça pose comme problème, au fond? La question qu'on pourrait se poser, quel est le problème? Est-ce que ça cause un dommage réel à la société? Et si je prends un sociologue communautariste comme Ezioni aux États-Unis, c'est un sociologue qui a pas mal travaillé sur la privacy, il va vous dire, ben non, enfin, à la rigueur, on pourrait discuter de cette question, ou le fiston de Milton Friedman, David Friedman, qui travaille beaucoup aussi sur ça, il va vous dire, ben non, en fait, bon, la surveillance, c'est pas si mal. Alors peut-être pas la surveillance par l'État, mais la surveillance par la communauté, c'est pas si mal. Pourquoi? Parce que ça peut prévenir d'actes terroristes, ça peut prévenir de criminalité, ça peut prévenir d'embauche de personnes incompétentes, etc. Donc Prism, par exemple, peut prévenir de dangers. Pourquoi pas, hein, on peut tenir ce discours-là. Donc si on est face à quelqu'un qui vous dit ça, ben, que répondre? Est-ce qu'il y a vraiment un dommage? Oui, il y a une surveillance, oui, c'est gênant. Mais est-ce que la gêne qu'on subit à être surveillé, finalement, elle est donc le coût en termes économiques, on pourrait parler de coût psychologique à être surveillé, est-ce qu'il est finalement supérieur ou inférieur aux bénéfices liés à la prévention des actes criminels, terroristes, etc. C'est une question que je pose, hein, je ne prends pas parti pour l'instant. Alors, il faut vraiment identifier quels sont les dommages. Quand on exploite les données, par exemple, quand on fait du journalisme de données, ça peut avoir un avantage, mais ça peut aussi provoquer des externalités de la pollution numérique, parce que ça peut donner des idées, faire passer des rumeurs, hein, cher à Pascal Froissart, ça peut générer énormément de rumeurs qui peuvent elles-mêmes avoir des aspects négatifs. Alors, en économie, l'analyse économie de la privacy des données personnelles s'intéresse particulièrement à la vie privée. C'est un des risques essentiels, c'est l'atteinte à la vie privée. Mais là encore, on peut se poser la question. Est-ce qu'exploiter les données personnelles, finalement, par rapport à la vie privée, quel est le problème, finalement? Est-ce que, comme disait le patron de Google, l'ancien patron de Google, qui disait simplement, bah voilà, si vous avez quelque chose à vous reprocher, bah vous n'auriez peut-être pas dû le faire auparavant. Hein. Donc, soyez un law citizen, un law abiding citizen, soyez un citoyen irréprochable, et puis vous n'aurez rien à vous reprocher. Là, on pointe du doigt d'un problème important, c'est-à-dire que la vie privée, c'est pas forcément le secret qui est intéressant, c'est pas forcément le droit de pouvoir tirer un rideau à sa fenêtre qui est important. Ce qui est peut-être important, c'est de pouvoir aussi se préserver en tant qu'individu autonome. Ça, c'est un des grands problèmes. Et alors, c'est une des limites de l'analyse économique. Ça a fait l'objet d'un très très bel article en 1980 d'un économiste qui est formidable, qui est un des fondateurs de l'économie de l'information, qui s'appelle Hirschleifer. Je vous conseille de lire Hirschleifer, cet article, parce que justement, il pose une question, il dit la vie privée, ce n'est pas la vie secrète, la vie privée, c'est la vie particulière. Et quand on protège la privacy, on cherche à préserver la singularité de chacun. Et donc, peut-être le coût social lié à l'exploitation des données personnelles. Et donc, quand on commence à trop manipuler les données sur les individus, à trop faire de modèles prédictifs, parce que le journalisme de données va finir par faire de la prédiction, comme le font déjà Google, comme le font pas mal d'entreprises, eh bien, le risque à terme, c'est de peser sur l'autonomie individuelle. Or, qu'est-ce qui est intéressant, mais quel que soit le type de société, hein, ce qui est intéressant, c'est toujours d'avoir des individus qui soient quand même autonomes.
en fonction de leur représentation, en fonction de leurs contraintes sociales, en fonction de leur culture. Mais l'intérêt, c'est quand même d'avoir des individus autonomes. Pourquoi? Parce que enfin, ça peut être, en tout cas, depuis la philosophie des Lumières, c'est peut-être un objectif louable en soi, d'avoir plutôt des individus autonomes, créatifs, etc. Enfin, en tout cas autonomes, sinon que des individus, disons, des automates. On ne cherche pas à produire des automates. Donc ça peut être un... Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, si vous savez... C'est ça le problème de la surveillance, au fond. Si vous savez surveiller, vous vous comportez comme si vous étiez surveillé. Alors vous pouvez essayer de trouver des techniques pour essayer d'être moins surveillé, etc. D'y croire. Regardez 1984 avec, comment il s'appelle, Wilson, qui va dans les toilettes et qui croit qu'il n'est pas observé, alors qu'il est tout à fait observé et totalement manipulé. Enfin, on peut toujours croire avec la big data, mais non, on peut même croire qu'on peut utiliser tous les outils qu'on veut pour se protéger. On est dans une société de la surveillance de fait. De fait. Qu'elle soit à bon escient, à produire de nouveaux services innovants, etc., ou à mauvais escient, faire de la surveillance pour... ou alors... bon... Hein, alors, à partir de là, le dernier enjeu important, je fais vraiment que survoler, parce qu'il y a énormément de choses qui sont écrites dessus par les économistes et les sociologues, mais en particulier, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les économistes. Mais troisième chose, c'est... comment on régule cela? Comment on protège la vie privée? Quelle forme de régulation? Et là, on entre dans des choses... Alors, j'ai écrit un article avec Alain Rallet, avec lequel je travaille beaucoup. On a écrit un article, on avait même coordonné un numéro spécial de la revue Réseau. Bon, il date un peu peut-être, mais je m'aperçois que les réflexions sont toujours d'actualité. Bon, il date d'il y a 2 ans. Et donc, on a écrit un papier sur la régulation des données personnelles à l'heure des réseaux sociaux numériques. Et donc j'ai commencé à analyser, en tant que bon petit économiste, je commence à analyser les critères traditionnels des régulations. C'est une régulation, il faut qu'elle incite les gens à respecter les normes qu'elle édicte. Ça ne sert à rien de faire une régulation pour baisser les accidents de la route, ou diminuer la pollution numérique, par exemple, ou faire respecter la vie privée, si les individus ou les entreprises ne se conforment pas aux règles que la régulation édicte. Donc il faut trouver des incitations. Là, je viens de vous dire, en analysant les comportements de vie privée ou le comportement des entreprises prédatrices de données personnelles, c'est mal barré. Deuxième critère, il faut que cette régulation, son coût de mise en œuvre, on appelle les coûts de transaction, les coûts d'organisation, les coûts de mise en œuvre de cette régulation soient supportables socialement. Ou en tout cas qu'il y ait des moyens suffisants pour que cette régulation, c'est pareil, c'est mal parti. Pourquoi? Parce que détecter les comportements frauduleux, les comportements abusifs, etc., c'est possible dans certains cas, les administrations, par exemple, même la NSA, on voit avec l'affaire Prism. Par contre, quand c'est un employeur indélicat qui vous recrute, il peut trouver tout un tas de raisons pour ne pas vous recruter et ne pas finalement dire qu'il a été fouiné sur Internet pour ne pas vous recruter. Ça peut être etc. Et puis sans parler de l'extraterritorialité qui fait que même la CNIL ne peut pas forcément contraindre des entreprises comme des entreprises des géants du numérique qui sont établis ailleurs qu'en Europe. Donc il y a ce problème. Puis troisième problème, encore plus redoutable, et là c'est là que les deux problèmes, les économistes peuvent encore travailler dessus, mais le troisième problème qui est redoutable, et là qui me fait m'enlever ma casquette d'économiste et qui me fait rentrer en plein dans le champ communicationnel, voire même de politique. Pourquoi? Parce que quelque part, une régulation de la vie privée, une régulation des données personnelles, l'objectif c'est pas seulement de protéger la vie privée, parce qu'on pourra toujours vous opposer d'autres intérêts. Par exemple, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant, si vous voulez vraiment protéger la vie privée sur Internet, je vais vous dire un secret, il faut fermer Facebook, il faut fermer Google, très rapidement, parce que c'est endogène à leur fonctionnement, l'exploitation des données personnelles. Google Analytics est essentiel au fonctionnement et à la valeur, et à créer ce service qui vous permet d'aller de temps en temps faire des requêtes sur les moteurs de recherche, alors sur Google ou sur d'autres, ou sur Facebook, qui vous permet de communiquer, etc. Donc, il y a l'innovation qu'il faut mettre en face de la préservation de la vie privée. Et là, qu'est-ce qui est plus intéressant pour la société? Est-ce que c'est préserver la vie privée des individus ou est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que c'est pas les deux? Bon, mais c'est très compliqué de trouver le bon équilibre. Puis au-delà, il y a alors on va parler du journalisme de données, la liberté d'opinion, la liberté de presse. Jusqu'où on peut aller dans la liberté de presse? Quel type de données on peut exposer? Et là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à menacer la vie privée en donnant les tables de données brutes? Et finalement, on sait que plus on dévoile des tables de données brutes, plus on peut croiser ces données brutes et obtenir et produire des données personnelles, des données individuelles personnelles. C'est un risque. Donc jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut aller pour préserver la vie privée? Ça, c'est un vieux débat, ça date du 19e siècle. C'est les premiers débats sur le right to privacy. C'est des débats à propos du journalisme et la photographie à l'époque.
On demandait comment protéger la vie privée des personnalités publiques au moment de l'invention de la photographie dans la presse. C'était un article de Warren et Brandeis dans la Harvard Law Review qui proposait ce problème et qui, quand on lit cet article, c'est phénoménal parce qu'on s'aperçoit qu'il renvoie à beaucoup de problèmes contemporains. Puis ensuite, d'autres impératifs sociaux, l'ordre public, je l'ai évoqué, jusqu'où on peut aller pour protéger la vie privée, doit-on protéger la vie privée de tout le monde, etc., sachant qu'il y a quand même des impératifs d'ordre public. Donc on voit bien que la vie privée, c'est un enjeu social, mais cet enjeu social, il peut très bien buter contre d'autres. Il y a des équilibres à obtenir, et c'est très délicat, parce qu'à ce moment-là, on peut vouloir protéger la vie privée vraiment à tout prix. Mais si on protège la vie privée à tout prix, on va se priver d'autres bénéfices sociaux liés à d'autres enjeux et d'autres enjeux de politique publique. Voilà, donc ça c'est un point qui me semblait assez important. Donc c'est pas forcément minimiser les coûts sociaux liés à l'exploitation des données personnelles en particulier qui est intéressant, c'est aussi maximiser le bien-être social. Et le bien-être social, en économie, le bien-être social, c'est fonction de plein de choses, d'énormément, en commencer par l'innovation, mais aussi à commencer par les libertés économiques, évidemment, en passant par la liberté d'opinion, etc., la liberté de presse, etc. Bien, donc voilà. Bon, j'aurais pu vous parler de plein d'autres choses, du droit à l'oubli, des différentes formes de régulation qui sont discutées actuellement. Je laisserai ça pour plus tard. Très bien, merci beaucoup.